Bonjour à Monsieur le Président, cher Jean-Marie, Madame la déléguée générale de la FHF, cher Zénab, Monsieur donc le représentant de la DGAFP, cher Nicolas, tu vas arriver, je n'en doute pas. En tout cas, je précise que je ne répondrai pas au nom du gouvernement aux questions qui s'adresseront à la DGAFP. J'essaierai déjà de répondre à celles qui nous seront adressées côté santé et même messieurs, chers collègues. Alors, ce n'est pas encore une tradition, mais c'est presque une habitude pour moi que d'intervenir au nom de la Direction générale de l'offre de soins devant votre assemblée plénière. C'est une séquence qui est familière, un échange que j'apprécie toujours autant, mais qui, cette année, effectivement, vous l'avez signalé, prend un tour un petit peu exceptionnel. Le programme de ces rencontres est, comme toujours, dense. Il est riche, il est orienté sur les principaux sujets d'actualité qui traversent la gestion des ressources humaines hospitalières et qui traversent vos professions. Mais le contexte est, lui, extrêmement particulier, pour ne pas dire exceptionnel. Moins d'une semaine après que le président de la République ait présenté à l'Élysée sa vision cible vers laquelle le système de santé doit tendre au cours des 2 ou 3 prochaines années et pour les prochaines décennies, et que la ministre de la Santé ait décliné l'après-midi même l'ensemble des mesures constitutives de ce que nous appelons donc la stratégie de transformation du système de santé. Ma participation à cette assemblée plénière est donc l'occasion pour moi d'essayer de mettre en exergue devant vous et avec vous les lignes forces et de cohérence qui ont été dessinées et qui guideront l'élaboration des mesures annoncées, mais également d'échanger sur un certain nombre d'interrogations que ces annonces peuvent susciter pour ce qui concerne en particulier les questions qualifiées au sens large de gestion des ressources humaines hospitalières. En sachant, et je préfère le préciser, que je risque peut-être aujourd'hui de ne pas être aussi précis et détaillé que je pressens que vous aimeriez que je le sois, car nombre de mesures devant, sur la base des objectifs et des objectifs clairs qui nous ont été fixés, devant être mises au point au cours des prochains mois dans le cadre de concertations qu'il nous reviendra de conduire en étroite articulation avec vous. L'approche systémique, c'est donc une approche systémique et non sectorielle du système de santé, porteuse d'une nouvelle vision de la proximité et du territoire qui a été destinée la semaine dernière. Le message est clair et le changement de paradigme auquel nous sommes appelés est donc majeur. Pour répondre aux enjeux auxquels notre système de santé est confronté et sur lesquels je ne reviendrai pas, c'est à une réorganisation collective que nous sommes invités à procéder pour lutter contre à la fois la dispersion des ressources et l'écloisonnement au pluriel. C'est dans la structuration des soins de proximité que résidera la première des priorités. Des réseaux de soins de proximité en prévision desquels la médecine libérale sera très fortement incitée à se structurer afin de pouvoir ensuite s'articuler de manière complémentaire et fluide avec l'offre hospitalière. C'est tout l'enjeu de l'exercice regroupé des professionnels libéraux et des CPTS qui sont à construire. Et c'est donc à partir de cette offre de proximité renforcée au service des patients que l'offre hospitalière devra elle aussi se réorganiser autour de 3 niveaux redéfinis d'activité: la proximité, le soin spécialisé et les soins ultra spécialisés. Chaque établissement devra être positionné sur les activités pour lesquelles il est à la fois le plus pertinent et pour lesquelles la qualité et la sécurité des soins seront les mieux assurées. On perçoit bien les enjeux soulevés pour les communautés hospitalières que ces perspectives, tant en termes de nouvelles modalités de collaboration à établir avec la ville que de réorganisation de l'offre de soins qui peuvent en découler. En deuxième lieu, je voudrais rappeler que cette stratégie, qui n'est pas un plan hôpital, comme on l'a longtemps appelé, mais c'est un plan où l'hôpital a toute sa place autour de mesures qui sont à la fois très structurantes et, je crois que je vois passer quelqu'un que je connais, il est là, très structurantes et très concrètes à la fois. Les objectifs sont déclinés en actions précises qui doivent créer de véritables effets de levier pour permettre d'accompagner la transformation, actions qui concernent très largement l'hôpital, que cela soit directement ou indirectement. Indirectement, ou en tout cas non exclusivement en premier lieu. Des mesures qui inciteront donc fortement, je l'ai évoqué, la médecine libérale à se structurer pour dialoguer dans de bonnes conditions avec l'hôpital. Indirectement aussi, concernant le rôle qu'il sera demandé à la médecine libérale de jouer dans le cadre de la prise en charge des soins non programmés en journée, avec l'impact attendu et fortement rappelé par le président de la République sur les services des urgences.
indirectement encore concernant l'évolution des modalités de financement qui s'orienteront résolument vers du financement au parcours. Et l'on sait que depuis longtemps, depuis en tout cas un certain nombre d'années, les incidences d'un financement quasi tout à la T2A étaient régulièrement dénoncées. Indirectement encore, et pour finir, il s'agit des mesures qui seront prises pour contrôler et rémunérer désormais la pertinence des soins. Mais l'hôpital sera aussi concerné par un ensemble de mesures qui l'impacteront et qui le concerneront directement, s'agissant à la fois de la reconnaissance des futurs hôpitaux de proximité, leur mission, leur organisation, leur fonctionnement, leur articulation avec la ville, de la réorganisation, je l'évoquais, de l'offre hospitalière et des activités hospitalières en 3 niveaux, de la réaffirmation de la place et du rôle central tenu par le service comme entité fondamentale de création d'une équipe, de reconnaissance des professionnels et d'organisation des activités, de l'ensemble des mesures qui visent à renforcer les compétences et la reconnaissance du management à l'hôpital, et en particulier du management médical, du déploiement des mesures destinées à porter une véritable stratégie médicale à l'échelle du territoire, des dispositions destinées à moderniser les statuts, médicaux notamment, mais pas exclusivement, pour répondre aux difficultés prégnantes que vous rencontrez quotidiennement et accompagner le développement de l'exercice mixte, ou encore pour renforcer l'accompagnement des parcours professionnels, dont ceux des aides-soignants notamment. Pour finir sur ce point, je voudrais simplement signaler que c'est à une appropriation dynamique des 54 mesures que je vous invite. Il y a en effet, en lien avec les lignes forces des discours du président de la République et de la ministre, il faut les considérer de manière le plus souvent articulée et pas comme un inventaire de 54 mesures. Et c'est de manière articulée qu'elles prennent effectivement, articulée avec d'autres mesures, qu'elles prennent tout leur sens. Je prendrai l'exemple de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales au niveau des GHT qui a été annoncée. C'est articulé avec la création d'une CME de groupement, avec le renforcement des compétences de cette dernière, avec la modernisation des statuts médicaux, qu'il faut envisager cette mesure-là au service de la définition et du déploiement d'une véritable stratégie de territoire dont l'impact puisse être renforcé. Enfin, troisièmement, et pour finir, la démarche qui a été dessinée appellera une implication et un engagement évident des directeurs des ressources humaines et des directeurs des affaires médicales qui joueront un rôle essentiel pour accompagner le changement et les processus de transformation. Les enjeux sont lourds, ils sont importants, nous les mesurons tous et notre responsabilité collective nous oblige. La conduite du changement, hier déjà essentielle dans les établissements, deviendra demain indispensable pour expliquer, pour rendre possible et pour réussir le décloisonnement sous toutes ses formes, décloisonnement des formations médicales et paramédicales, décloisonnement de l'exercice, décloisonnement des statuts, pour établir de nouvelles relations entre les professionnels de l'hôpital et ceux de la ville, ou encore pour rassembler les conditions du développement de l'exercice mixte. Le plan de renforcement managérial prend dans ce contexte tout son sens et les DRH comme les dames constitueront des facteurs clés de ces démarches. Mais vous disposerez aussi pour cela de nouveaux leviers. Il y était fait référence tout à l'heure par l'intervenant précédent, de nouveaux leviers dont certains sont réclamés de longue date pour accompagner le processus du changement. Et je voudrais particulièrement insister sur ce point, car si l'on connaît les contraintes qui pèsent sur l'hôpital, nous savons aussi que de longue date, vous avez réclamé à ce que les lignes bougent pour disposer d'un certain nombre de leviers d'action différents et nouveaux pour conduire dans de meilleures conditions vos missions au quotidien. Et je pense qu'un certain nombre des mesures qui ont été, nous en sommes convaincus en tout cas, qui ont été annoncées la semaine dernière, vont permettre de dégager ces nouveaux leviers. Je pense à la création d'un dispositif d'intéressement collectif à l'amélioration de la qualité du service et au déploiement de l'entretien d'appréciation à la place de la notation pour une meilleure reconnaissance des personnels. Je crois que ce levier fera sens. Je pense à la modernisation statutaire destinée à faciliter l'exercice mixte et à renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier, mais aussi à sécuriser les processus. La création d'un statut unique de PH, la suppression du concours de PH, la reconnaissance des activités non cliniques pour consolider l'exercice sous statut, mais aussi la création d'un statut unique de contractuel pour pallier aux difficultés les plus prégnantes, les plus aiguës en matière de recrutement et pour renforcer les activités partagées entre la ville et l'hôpital. Ou encore, je pense également à la possibilité de conclure des accords locaux engageants, nouvelles formules au service d'un dialogue social renouvelé.
Alors voilà, les enjeux sont majeurs, vous le savez, les cibles sont désormais définies et la feuille de route qui nous est assignée est conséquente, elle nous oblige. Nous aurons au cours des prochains mois de nombreuses occasions de concerter dans le cadre de la mise au point de ces différentes mesures. Il sera pour nous extrêmement important d'échanger avec la communauté d'experts qu'on va constituer pour finaliser des mesures qui soient à la fois fidèles aux objectifs qui nous ont été assignés, opérationnelles et appropriables par les acteurs du monde de la santé. Il s'agit en effet là de conditions sine qua non à leur réussite, et c'est bien leur réussite ce que nous visons. Voilà, en attendant, je vous souhaite et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellentes rencontres RH de la santé. Mathias Alberton, merci. Prenez place peut-être. Nous allons pouvoir donner la parole à Nicolas de Saussure qui est arrivé. Donc je vous en prie, prenez place. Vous êtes chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines, à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Et vous allez nous parler, normalement ils sont tous branchés. Voilà, vers le haut, et ça marche. Bon. Donc vous allez nous parler de l'actualité du dialogue social dans la fonction publique. Notamment. Merci. Notamment. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon retard, ça ne m'arrive pas souvent, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, mais j'ai un petit peu visité le quartier avant d'arriver. Donc je suis ravi d'être parmi vous et on m'a demandé donc de dire quelques mots de ce qu'est l'actualité de la fonction publique, et notamment sur les volets ou les thèmes qui peuvent intéresser le versant hospitalier. Et on m'a également demandé d'être assez synthétique pour laisser le maximum de temps à un échange dynamique sur ces questions. Donc je voulais vous parler en fait de deux grands blocs d'actualité fonction publique tels qu'on les pilote du côté de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique en lien avec la Direction générale de l'organisation des soins pour ce qui concerne l'hôpital. Donc d'une part, ce qu'on a appelé les chantiers de refondation du contrat social. Alors terme peut-être un peu pompeux, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de contenu potentiellement modernisateur et transformateur à l'intérieur. Et puis d'autre part, il y a d'autres sujets plus dans notre actualité qui sont en dehors de ces quatre grands chantiers. Je voudrais notamment vous dire quelques mots d'une négociation sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes qui va rentrer dans une phase ultime et qui ambitionne de renouveler l'accord de 2013. Donc sur le premier grand bloc de thèmes, sur ce qu'on a appelé donc le chantier de refondation du contrat social avec les agents publics. Donc c'est un chantier qui a été annoncé au premier comité interministériel de la transformation publique le 1er février dernier et qui renvoie en fait à 4 grandes orientations d'évolution des politiques de ressources humaines dans la fonction publique. Ces 4 chantiers ayant vocation à être concertés avec les organisations syndicales de la fonction publique. Et nous nous y attelons depuis le début de l'année 2018 et on est encore en plein dans ces chantiers de concertation. Je passe très vite sur 3 chantiers qui vous concernent un petit peu moins que le 4e, et je sais que Monsieur le Président Barbeau, dans son introduction, dont j'ai pu avoir quelques teneurs en avant-première, a insisté sur le point du dialogue social. Donc j'évacue tout de suite les 3 autres chantiers. L'un parce qu'il est tourné essentiellement sur la boîte à outils d'accompagnement des restructurations dans la fonction publique, essentiellement de l'État. Je pense que la fonction publique de l'État a un train de retard par rapport à l'hospitalière sur les grandes restructurations, les grandes transformations. Donc vous êtes familier de ces sujets, nous on a besoin de les acclimater beaucoup plus. Un deuxième grand chantier sur l'évolution du système de rémunération des agents publics. Celui-ci pourrait vous concerner grandement, mais à vrai dire, à l'heure actuelle, on est plus sur des premiers échanges de cadrage et personne ne voit exactement quelle est la cible utile à ce stade. Donc on pourrait s'en reparler, mais un petit peu plus tard. Un troisième chantier qui est également très important pour nous porte sur le développement du contrat dans la fonction publique, mais là encore, les équilibres entre ce qu'est la fonction publique de l'État, l'hospitalière et la territoriale font que ce sujet, je pense, est plus d'actualité pour l'État, même si bien évidemment il a des répercussions sur les 3 versants. Sur ces 3 chantiers, et c'est vrai aussi sur le 4e, l'idée est de déboucher sur une conclusion avant la fin de l'année, parce qu'il devrait y avoir un projet de loi fonction publique à ce stade qui devrait être adopté en Conseil des ministres et déposé au Parlement
au cours du premier semestre 2019. Bien évidemment, tout ceci est toujours conditionnel. Et donc, on a besoin de boucler ces 4 chantiers. Celui sur le dialogue social et celui sur le contrat ont assez substantiellement avancé. Les 2 autres, accompagnement du changement et évolution de la rémunération, sont plutôt à venir. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on bouclera celui sur la rémunération dans ce calendrier. Alors, s'agissant du dialogue social, il y a deux grands partis pris sur le chantier. Donc le chantier tourne surtout sur les instances, mais aussi sur les pratiques. L'idée, et ça peut paraître un truisme, mais l'idée c'est mieux de dialogue social, c'est-à-dire d'une part sur les instances d'assouplir le formalisme et les procédures de consultation obligatoires, mais de l'autre côté, je pense que c'est beaucoup plus vrai ce que je vais dire sur la fonction publique de l'État que sur la fonction publique hospitalière. Nous, on a besoin d'une véritable révolution copernicienne sur les pratiques de dialogue social dans la fonction publique de l'État. Je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience de ces sujets, mais nous, en tout cas, on a besoin de redonner des marches sur ces points. Donc, simplifier les instances de dialogue social, le schéma, il a deux grandes dominantes. L'une, je ne m'étendrai pas dessus, qui concerne les commissions administratives paritaires. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai chantier de rationalisation de l'État. Comment faire en sorte que les procédures de mobilité ne passent pas toutes par l'administration centrale et par un dialogue social qui est parfois excessivement formel. Donc ça, c'est un enjeu de rationalisation de l'État, mais qui vous concerne moins directement, puisqu'en gros, il s'agit de supprimer les compétences mobilité, voire promotion. Ça pourrait vous concerner sur les commissions administratives paritaires. Et d'autre part, chantier dont j'ai cru comprendre que Jean-Marie Barbeau l'appelait de ses voeux depuis des décennies, donc il concerne le rapprochement ou la fusion du comité technique et du comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail. Alors, qu'on parle de création d'une nouvelle instance, de rapprochement, de fusion, ça dépend des publics auxquels on s'adresse, mais il y a un petit peu tout ça derrière. Le scénario sur lequel on a quasiment convergé et abouti, qui a été présenté aux organisations syndicales et que nous sommes en train, en lien avec la DGOS et en lien avec la DGCL, de commencer à traduire juridiquement. Donc c'est un scénario dans lequel il n'y aura plus qu'une seule instance. Ça, c'est la façon un peu simplificatrice de le dire. Mais en fait, il y aura une différenciation entre 2 niveaux dépendant d'un seuil démographique et donc du nombre d'agents employés. Au-dessus de ce seuil, on aura en fait une formation spécialisée au sein de l'instance plénière. Et ensuite, je montrerai ce que ça change et ce que ça ne change pas. Et en dessous de ce seuil démographique, il y aura purement et simplement un comité technique qui exerce les attributions du CHSCT. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on peut dire des implications du modèle envisagé ? Le premier, c'est que le principal objectif de cette fusion ou rapprochement ou création d'une nouvelle instance, le principal but de guerre, c'est d'éviter la redondance des consultations obligatoires, notamment en cas de restructuration ou de réorganisation de services. D'une part, la redondance, mais d'autre part également l'incertitude qui peut l'entourer. Parce que vous savez, quand on parle d'une consultation obligatoire sur un projet important impactant les conditions de travail, on n'est pas sûr d'avoir défini des contours parfaitement objectifs, opérants, et qui permettent de manière binaire de savoir ce qui n'en relève et ce qui n'en relève pas. Donc, en tout état de cause, l'instance unique sera consultée une fois pour toutes sur les opérations de restructuration. Je m'arrête là sur ce point. On pourrait y revenir si vous avez des questions. Ça pose 50 questions derrière, mais c'est ça le schéma. Deuxièmement, l'idée, c'est d'avoir donc une unicité des membres. Je parle au-dessus du seuil d'effectif. Quand on sera sur une instance plénière au sein de laquelle il y a une formation spécialisée qui exerce les attributions hygiène et sécurité, sauf la réorganisation, puisque la nouvelle instance collective en sa plénière les prendra en charge. Donc c'est l'idée d'unicité des membres. Donc vous avez une réduction derrière assez importante du nombre de mandats qui sont engagés. Alors, donc voilà très rapidement dit le schéma de l'évolution de l'instance et de la création de nouvelles instances. Derrière, il y aura pas mal de sujets d'évolution des compétences
Par exemple, sur les comités techniques, trop souvent, on a une juxtaposition de pas mal de compétences dont on ne sait pas forcément très bien comment les manier, compétences sur la GPEC, sur l'évolution des méthodes de travail, etc. Et donc, il y a aussi une idée d'avoir une approche plus stratégique et plus souple de l'utilisation de ces compétences. Derrière, donc, on ambitionne une évolution des pratiques à deux égards. Donc, d'une part, en renforçant les idées, vous les trouvez dans la loi El Khomri sur la négociation dans le secteur privé, donc l'idée de formation commune aux membres des instances, ce qui, selon les expérimentations faites dans le monde du travail, notamment autour de Lyon, il me semble qu'il y a une expérimentation en cours, sont assez intéressantes. Nous, on a comme objectif dans la fonction publique de l'État de renforcer toujours et beaucoup plus la formation de tous les chefs de service, tous les emplois supérieurs, et y compris l'encadrement de proximité sur les questions de pratique du dialogue social, parce qu'on a de nous des cadres qui sont parfois un peu dépourvus sur ces questions. Et d'autre part, on ambitionne sur les pratiques de redonner une nouvelle force à la culture de la négociation. Culture de la négociation, ça veut dire deux sortes de choses. D'une part, on voudrait arriver à définir ce que sont des objets pour la négociation de proximité. Qu'est-ce qui se négocie au niveau de proximité et qu'est-ce qui, dans un système centralisé comme celui de l'État, par exemple, n'a pas vocation à se traiter au sujet de proximité. Donc en tout cas, on voudrait, par le droit et par des impulsions sur les orientations de politique RH, relancer cette dynamique. On voudrait permettre également potentiellement de créer des bases juridiques pour des accords majoritaires sur des sujets qui concernent la vie des services au quotidien, mais également sur des sujets sur lesquels on aura baissé la garde des commissions administratives paritaires, par exemple sur la promotion ou sur la mobilité. Il y a lieu d'avoir un dialogue social de proximité plus normatif et plus ancré sur la vie locale. Voilà, donc sur ce chantier dialogue social, c'est à la fois l'assouplissement de tout ce qui est consultation obligatoire, mais aussi une volonté derrière de développer du dialogue social dynamique et RH qui nous paraît plus pertinent. Donc j'en ai fini sur ce chantier de refondation. Donc vous voyez que sur tous ces points, nous on est en train d'écrire un avant-projet de loi. Si, il y a un point que j'ai oublié de mentionner et qui est pour le coup extrêmement important, c'est que et même primordial pour vous, c'est que sur le versant hospitalier, donc on a un travail qu'on a engagé avec la Direction générale de l'organisation des soins pour savoir que devient le CHSCT de l'ancien Code du travail. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Donc nous sommes d'accord, et c'est la position du gouvernement, pour porter le chantier de sortie de l'ancien Code du travail et donc d'arrimage des dispositions sur le CHSCT dans la fonction publique hospitalière au nouveau modèle, qui est un nouveau modèle qui a vocation à concerner les trois versants de la fonction publique. Une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire que le modèle que je décris effectivement de l'instance fusionnée, rapprochée ou de la nouvelle instance serait applicable dans la fonction publique hospitalière. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un équilibre, je pense, un petit peu spécifique à trouver sur la fonction publique hospitalière. Et là, je ne sais pas comment tu vois les choses, Mathias, mais je pense qu'il y aura une prise en charge ou une concertation spécifique au versant, parce que venant du Code du travail, vous venez de la personnalité morale, de règles spécifiques sur l'expertise et de pratiques de maniement du CHSCT particulières. Et donc, il faudra que les acteurs le plus proches de votre réalité soient capables de définir quel est le bon équilibre. À mon sens, si on passe sur un régime de droit public, la juridiction administrative nécessairement est l'instance pertinente. Nécessairement, je pense qu'il ne peut pas y avoir de personnalité morale au sein du droit public qui nous vient tout droit de Louis XIV. Enfin, il faudra vérifier ça avec le Conseil d'État, mais je pense que ce n'est pas possible. Cela dit, quand on regarde concrètement la personnalité morale du CHSCT, c'est essentiellement pour ester en justice, pouvoir faire un contentieux. Il y a d'autres façons de l'organiser dans un régime de droit public. En revanche, sur l'expertise, donc vous avez des règles particulières. Il y avait à un moment une réflexion sur le fait de graver dans le marbre le fait que l'expertise dans la fonction publique hospitalière soit bien dans le champ de la commande publique. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager. Au-delà de ça, la réalité de l'équilibre à trouver sera à prendre par versant. Il y aura nécessairement des décrets d'application qui seront spécifiques à chacun des versants.
Donc je vous dis juste un petit mot pour après ces Un petit chantiers. Alors un tout petit Un mot. petit parce mot, qu'effectivement, comme je ça déborde de mon on laisse propos. le temps pour la Ça- discussion Bon. avec le panel. Alors je vais vous le dire très très succinctement et puis comme ça il y aura peut-être des questions. Donc on est sur le point de conclure un nouvel accord majoritaire sur l'égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique, donc dans les 3 versants de la fonction publique. Ça peut paraître surprenant dans la période actuelle, mais on a bonne raison de penser qu'il est possible d'atteindre cet accord majoritaire. On est concrètement en phase de discussion conclusive avec les organisations syndicales sous la présidence du ministre et du secrétaire d'État à la fonction publique, M. Dussopt. Et il y a un certain nombre de mesures assez structurantes qui pourraient en sortir. L'idée étant de développer des voies plus opérationnelles que l'accord de 2013. Bon, je vais m'arrêter là, ça fera un peu de teasing, puis on verra s'il y a des questions sur ce point. Merci, Nicolas de Saussure. Alors, on va justement accueillir notre panel de représentants du monde des RH à l'hôpital. On va accueillir Vanessa Fage-Morel, Aude Auger, Nicolas Wittmann, Laurent Aubert et Élie Portier. Prenez place. On va vous donner quelques micros. Vous en partagerez un. Bonjour à tous les 5. Pardon, prenez place. Je vais d'abord faire un petit tour de table pour vous présenter et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions à nos 2 experts. Donc Vanessa Fage-Morel, vous êtes DRH du CHU de Toulouse. Aude Auger, c'est vous, directrice des ressources humaines au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu. Nicolas Wittmann, bonjour monsieur, DRH du CHS du Vinatier. Laurent Aubert, c'est vous, directeur des affaires médicales des Hospices civils de Lyon. Et enfin, Élie Portier, directeur adjoint en charge des ressources humaines et référent médico-social au centre hospitalier de Belleville, hôpital de Beaujeu. Bonjour à tous les 5. Alors, il y a plusieurs thèmes que vous souhaitez aborder, dialogue social et gouvernance, évolution statutaire et protection sociale. On va commencer par le premier, dialogue social et gouvernance. Première question, je crois que c'est vous, Vanessa Fage-Morel. Il marche. Monsieur de Saussure... Mettez, si vous voulez bien, vos micros près de votre menton. Collés à votre menton comme si vous suciez une glace. Non, droit. Et comme ça, on vous entendra bien. D'accord, je vais essayer. Monsieur de Saussure, merci beaucoup pour vos propos sur l'évolution du dialogue social et du CHSCT. On avait une question à laquelle, en fait, vous avez répondu, mais je ne peux qu'insister sur la nécessaire évolution des dispositions relatives au CHSCT, parce qu'on parle beaucoup de l'expertise, vous l'avez dit, relève pas de la commande publique, mais il y a également toute la question liée au DGI, à la multiplication de CHSCT extraordinaires quand les partenaires sociaux connaissent bien le Code du travail, et un juge judiciaire qui nous connaît mal. Donc on a énormément de difficultés à faire prévaloir notre point de vue et du coup on se retrouve dans certains établissements comme le CHU de Toulouse embolisés par les CHSCT. Voilà. Donc on ne peut qu'insister pour que la transition puisse commencer dès 2019 et non pas 2022. Donc, premièrement, effectivement, si on a pris en charge ce sujet, c'est du fait de l'insistance donc de la Direction générale de l'organisation des soins sur son importance. Je crois que la Fédération hospitalière également nous a souvent pointé du doigt ce sujet sur la fonction publique hospitalière. Et effectivement, avec un juge judiciaire qui vous connaît assez mal, et je crois également une direction générale du travail qui vous connaît assez mal dans les questions de... Avec l'inspecteur du travail voilà. Qui intervient régulièrement, oui. Voilà, et bien évidemment, c'est absolument pas un procès contre la DGT qui fait par ailleurs un travail formidable dans ce qu'elle connaît bien. Donc on a bien effectivement en tête, en changeant de corpus normatif, de passer sur un régime de droit public avec toutes les conséquences qu'il a. Donc, vous savez très bien qu'il y a quand même un danger grave et imminent, il y a quand même un DGI sur le modèle droit public, mais il s'organise un petit peu différemment. Alors, sur la question de l'entrée en vigueur, effectivement, c'est un point sur lequel je n'ai pas insisté. Alors, nous, on fait un projet de loi qui a vocation, dans le meilleur des mondes, à être adopté dans le courant de l'année, avec des décrets en Conseil d'État à prendre ensuite. Et par ailleurs, il y a certains des points sur lesquels il ne peut pas y avoir une entrée en vigueur en cours de process électoral. Ça ne veut pas dire tous. Concrètement,
l'analyse constitutionnelle et le principe de participation qui est dans le préambule de la Constitution de 1946, et comme vous savez, c'est notre bloc de constitutionnalité, il ne permet pas de bouleverser, par exemple de supprimer l'instance en cours de mandat électoral sans faire revoter. Donc, la création complète d'une nouvelle instance qui écrase le CHSCT, prend sa place, ne peut intervenir qu'en 2022, sauf à faire revoter, par exemple, tout un versant. Vous voyez les opérations électorales qu'il y a derrière et comment dire, l'enthousiasme qu'on a tous à les faire deux fois. Derrière, en revanche, sur l'évolution des compétences des institutions, ça, on peut les faire évoluer en cours de mandat. Et par ailleurs, il y a des choses qui sont réglementaires. Donc tout ce qui, comment dire, je pense que sur la commande publique, il y a une possibilité d'avoir des dispositions applicables immédiatement dès que la loi est votée, donc dès 2019. Sur le fait de ne pas passer deux fois sur le même sujet en CHSCT et en comité technique sur les réorganisations, je ne connais pas complètement le corpus juridique de la FPH, mais je sais qu'il doit être à peu près comme celui de la... Enfin, en tout cas, sur celui de la FPE, il n'y a aucun sujet qu'on peut traiter ça de manière réglementaire. Donc voilà, on n'aura pas tout de suite. Une partie attendra 2022, mais sur les principaux urticants, on doit pouvoir commencer à les traiter assez vite. Dont l'expertise, donc j'ai bien entendu. On avait une deuxième question concernant comment appréhender la mise en place des structures tripartites de dialogue social qui permettent d'associer autour de la direction les représentants du comité technique et de la CME. Je pense que c'est plutôt pour moi, là, puisque c'est une des mentions qui figure effectivement dans la stratégie présentée la semaine dernière. Alors, comment l'appréhender sur un mode, en fait, l'incitation, c'est de l'appréhender sur un mode essentiellement, j'allais dire, plutôt informel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans du droit dur. Ça fait partie notamment des préconisations qui ont été formulées par Aurélien Rousseau pour essayer, au-delà du respect des compétences des différentes instances et de leur évolution, de créer les conditions pour que les communautés hospitalières puissent se retrouver hors les instances formelles, à discuter entre représentants de la direction générale, de la CME et du CTE, sans ordre du jour forcément formel, sans avis obligatoire à émettre, mais pour contribuer à mettre du lien, à partager des objectifs et de manière, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre malheureusement de travers, c'est assez inévitable, qui accompagnent l'organisation, le fonctionnement des instances légales. Donc en complément des instances légales, sur une base totalement volontaire, mais comme plutôt une orientation ou une recommandation tendant à essayer de mettre un peu d'huile, un peu de fluidité dans le dialogue social local, c'est plutôt une orientation, une recommandation de bonne pratique qui a été formulée que la perspective de la création d'un niveau d'instance supplémentaire. On y reviendra demain, petite parenthèse, on y reviendra demain lors de la deuxième table ronde. En précisant que cette recommandation a été faite sur la base de remontées de bonnes pratiques qui se sont déjà mises en œuvre dans un certain nombre d'établissements. D'accord. Et avec une dimension territoriale qui est envisagée ou plutôt à l'échelle de l'établissement ? À partir du moment, j'allais dire, il revient là pour le coup aux communautés, à partir du moment où c'est sur un mode incitatif, l'idée c'est vraiment en fonction des contextes locaux, des contextes sociaux, aux communautés hospitalières d'apprécier le niveau auquel elles estiment que c'est pertinent de développer ce type de démarche. Là c'est vraiment... Et dernier point, la conférence territoriale de dialogue social, il y a des évolutions qui sont envisagées ou elle reste également assez consultative et assez peu obligatoire Alors, ces principes de consultation. Comme vous l'avez lu sûrement dans la stratégie, la seule instance aujourd'hui qui va faire l'objet dans le droit dur d'une modification, c'est la CME. Puisque, je l'évoquais dans mon intervention tout à l'heure, effectivement, il est prévu à la fois pour être en mesure de porter une stratégie médicale beaucoup plus puissante, à la fois d'élever la gestion des ressources médicales au niveau du GHT et, parallèlement, de manière coordonnée, de créer une CME de groupement. Donc ça c'est inscrit, la perspective est inscrite et on devra mettre ça en place, sachant que nous avons besoin pour ça d'un vecteur législatif, donc de la loi dite santé. Ça nécessitera aussi, par parenthèse, de réinterroger les compétences des commissions médicales locales,
parce qu'évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une complémentarité entre le niveau local et le niveau GHT, et notamment en inscrivant ces commissions médicales locales dans le dialogue beaucoup plus étroit avec la ville, y compris avec des principes de participation croisée avec les CPTS. Ça, voilà. Après, il y a ça, qui est une évolution assez majeure, il n'y a que ça. Il n'y a rien, effectivement, dans le droit dur qui est prévu sur les commissions territoriales de dialogue social. D'abord parce que ça ne nous a pas été particulièrement, dans le cadre de l'ensemble des concertations, des échanges qui ont pu avoir lieu, particulièrement demandé, parce que ça ne s'accompagne pas d'une évolution dure des compétences, notamment en matière de gestion des ressources humaines non médicales au niveau du GHT. Cependant, vous aurez noté que la stratégie prévoit par ailleurs l'ouverture d'un droit d'option pour les GHT qui souhaiteront aller plus loin dans la dimension intégrative. Ce droit d'option pourra y compris embarquer les dimensions instances. Parce que l'objectif, on a bien entendu, quand on est notamment, tous les GHT ne sont pas, j'allais dire, au même niveau de maturité, mais quand on est dans des GHT qui ont un caractère intégratif assez poussé, assez avancé, la redondance des instances finit par devenir extrêmement pénalisante. Et dans ce cadre-là, pour le coup, donc là on n'est pas sur du prescriptif, mais dans ce cadre-là, les communautés hospitalières pourront faire le choix de s'approprier ce droit d'option et de faire évoluer les instances de gouvernance en leur sein. Donc ça n'est pas prescrit, mais la possibilité sera ouverte. On reste sur la base du volontariat. Merci beaucoup. Tout ça. Question suivante, peut-être. Je crois que c'est Nicolas Wittmann qui veut poser la question. Monsieur de Saussure, une question très pratique concernant ce qu'on appelle les contrats dits de chantier ou de mission que nos établissements ne peuvent pas mettre en œuvre actuellement. Et on souhaitait vous interroger sur l'éventuelle généralisation de ce dispositif au sein de la fonction publique. Contrat de mission, donc. Contrat de mission. Alors, dans la série des sujets qui sont réfléchis et concertés avec les organisations syndicales sur le chantier contrat, il y a un thème sur le contrat de mission. Effectivement, avec la possibilité d'avoir un mécanisme de contrat dont la durée est proportionnée à la durée d'une mission, avec des mécanismes de résiliation du contrat facilités à la fin. Donc il y a bien une réflexion de ce type. Ensuite, très honnêtement, je suis pas capable, parce que sur le chantier contrat, il y a un petit peu plus de retard par rapport au chantier dialogue social, je ne suis pas capable de vous dire si le plus pertinent, ce serait d'avoir une formule type qui se décline de la même façon dans les trois versants, ou s'il y a des marges d'adaptation par rapport aux spécificités de chacun de ces versants. De la même façon qu'aujourd'hui, c'est plus une réflexion sur la catégorie A, sur l'équivalent catégorie A, voire A+, mais le périmètre exact n'est pas totalement arrêté. Donc, il y a bien ce sujet. Normalement, il y aura des évolutions, mais le réglage précis de la proposition qui en sortira n'est pas encore totalement arbitré ni arrêté. Je vous remercie. Une question, Laurent Aubert, peut-être ? Mathias Alberton, il me semble. Plutôt pour Mathias Alberton, une question sur le personnel médical, bien sûr. Donc, on comprend que tous les médecins hospitaliers, mono-appartenants au moins, sont concernés par des évolutions statutaires. Hein, le statut de PH évoluera. Les contrats actuels sont aussi appelés à évoluer. On a bien compris aujourd'hui qu'on ne pourra pas avoir de détails, bien sûr. Malgré tout, est-ce qu'il est possible d'avoir quelques grandes lignes, ce vers quoi on veut tendre pour moderniser ce statut, pour s'intégrer dans cette approche systémique qui a été évoquée. Et puis une question subsidiaire, j'allais dire, est-ce que ces évolutions parallèles des titulaires et des contractuels ont vocation à modifier, non pas l'équilibre, mais le poids respectif de chacune de ces catégories, entre les PH, pour faire simple, titulaires, et les contractuels? Alors, c'est une question large. Je ne répondrai pas dans le détail, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire partager la philosophie générale qui nous a guidés sur, j'allais dire, la réforme, la révision, la modernisation des conditions de l'emploi médical à l'hôpital. Le constat initial qu'on fait, c'est qu'on a à la fois un statut
aujourd'hui qui est unique, même s'il y a du temps plein, temps partiel, mais qui est censé s'appliquer à 44 spécialités, qui est censé s'appliquer en tout point de France et de Navarre. Et la réalité, c'est qu'on a commencé parce que les problématiques d'attractivité ne sont pas les mêmes dans toutes les spécialités, à mettre en place quelques mesures de discrimination positive déjà par spécialité. Il y a un statut de PH, mais on a considéré le temps de travail des urgentistes d'une certaine manière. On a considéré que la prime d'engagement de carrière hospitalière devait être différente pour les radiologues ou pour les anesthésistes. Donc déjà derrière, on a ce premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'on a une multitude de statuts d'emploi contractuels, attachés, contractuel 1 an, contractuel 3 ans, contractuel à durée indéterminée, contrat clinicien, qui sont censés répondre à un besoin et que dans la réalité des choses, les contraintes qui sont posées sur la nature des activités qui sont ouvertes, sur les conditions d'encadrement, font que manifestement, ça ne fonctionne pas. Et c'est source d'un certain nombre de difficultés, de pratiques et de difficultés qui sont quand même aiguës. Sur cette base-là, le modèle que nous souhaitons promouvoir est le suivant. De consolider, de moderniser et de consolider fortement, et c'est d'abord la porte d'entrée et c'est la voie maîtresse, les conditions d'emploi hospitalier sous statut. Premièrement, en facilitant l'entrée dans la carrière, c'est-à-dire par la suppression du concours de PH qui aujourd'hui, il faut se le dire, n'a quand même de concours que le nôtre si on renvoie à ce que la notion de concours veut dire dans la vraie vie, puisque 95% des candidats sont lauréats de ce concours, qui sont par ailleurs de toute façon déjà titulaires de l'ORDES pour exercer dans leur spécialité. Et ce qui nous paraît le plus important, cela étant, la conséquence, c'est que ça met entre 18 et 24 mois de période de contractuel entre la fin d'un internat ou d'un post-internat et l'entrée dans la carrière. Ça a un coût très important pour le CNG et ça a une plus-value quand même qui est relativement limitée, sachant que ce qui est important à la limite, c'est la période probatoire qui, elle, va permettre éventuellement d'attester de la capacité à travailler en équipe. Et finalement, ce qu'on veut vérifier quand on veut recruter des praticiens à l'hôpital, au-delà du titre et de la compétence qu'ils ont déjà validée, ils sont inscrits à l'ordre pour cela, c'est leur capacité à travailler en équipe. Simplifier les conditions de recrutement, donc d'entrée dans la carrière. Probablement redynamiser à l'occasion de ce que nous allons mettre en place le dispositif de la prime d'engagement de carrière hospitalière, qui est un dispositif dont je le rappelle quand même, selon les conditions d'éligibilité, peut permettre de verser une prime contre un engagement d'exercer une durée d'à peu près 5 ans dans le secteur public de 10 000, 20 000 ou 30 000 euros selon les conditions d'articulation entre la spécialité et le caractère territorial. Troisièmement, par le statut unique de PH, permettre d'avoir accès de manière plus fluide à une mixité d'exercices entre une activité clinique publique et une activité libérale intra- ou extra-hospitalière, dans des conditions qu'il faudra définir, mais c'est une demande évidemment de l'ensemble, vraiment de l'ensemble des communautés médicales et notamment des jeunes générations. Quatrièmement, je crois, mieux reconnaître l'engagement dans des activités non cliniques, de management, d'enseignement, de recherche, de portage de projets institutionnels, qui doit pouvoir être une des caractéristiques des parcours de carrière à construire pour des praticiens qui s'engagent dans une carrière hospitalière, contrairement à des praticiens contractuels qui vont être recrutés dans un but essentiellement d'activité clinique. Et cinquièmement, l'ensemble devant être dynamisé aussi par le renforcement du management médical, avec tout ce que cela peut impliquer derrière, en termes de meilleure définition de profil de poste, en termes de meilleur accueil et de meilleure intégration dans les établissements, en termes aussi, je ne vais pas parler d'évaluation, mais en tout cas d'entretien annuel permettant de s'assurer que le praticien est bien, passez-moi l'expression, est bien, j'allais dire, dans ses baskets, ou en tout cas bien dans son poste, qu'il s'y retrouve par rapport aux raisons pour lesquelles il s'est engagé dans une équipe, dans la mise en œuvre du projet médical, et puisse faire, le cas échéant, l'expression d'un certain nombre de besoins d'évolution de ses missions, et notamment d'engagement dans des missions non cliniques. Ça, c'est ce qu'on veut renforcer fortement au travers donc de la consolidation de l'exercice sous statut. Parallèlement à ça, parce qu'il reste des problématiques que l'on connaît d'attractivité qui sont pas forcément générales,
pas forcément commune, ou en tout cas ressentie par toutes les spécialités de la même manière, pas forcément ressentie de la même manière dans tous les territoires, selon qu'on se situe dans des zones urbaines ou dans des zones au contraire dites sous-denses, en tout cas éloignées des polarités métropolitaines. Et on veut proposer une formule de contrat unique, parce que je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à simplifier, j'allais dire, la vie de l'ensemble des professionnels que nous sommes, en ayant un contrat unique, comme ça se passe globalement, j'allais dire, dans la vie civile hors de l'hôpital, par lequel deux parties s'accorderont sur des missions, du temps de travail, une rémunération, des suggestions particulières, sachant que, je le précise, ce contrat unique sera néanmoins encadré d'un certain nombre de garanties, parce que l'objectif, très clairement, je le dis de manière assez directe, n'est pas de casser le statut au profit du recrutement sous contrat, encadré par des conditions qui porteront sur le niveau de rémunération, mini-maxi, et par une quotité probablement à exprimer en équivalent temps plein de l'emploi médical contractuel versus l'emploi médical dans sa globalité, pour permettre de maintenir un équilibre à la fois qui préserve l'exercice sous statut, mais qui permette aussi d'apporter des réponses aux situations d'attractivité les plus aiguës, que cela concerne le recrutement sur des postes à temps plein dans des spécialités sous très forte tension, mais j'insiste aussi que cela concerne le recrutement sur des petites quantités de temps de travail pour lesquelles aujourd'hui l'exercice, non pas hôpital-ville, mais enfin ville-hôpital, le fait de faire intervenir des praticiens installés en ville sur des plateaux techniques aujourd'hui ne trouve pas de réponse, notamment dans le cadre des recrutements en tant qu'attachés. Et cette formule du contrat unique permettra d'y satisfaire. Deux précisions pour terminer, mais je pense que c'est important parce qu'on a entendu un certain nombre de réactions autour de ces orientations. Tous les statuts mono-appartenants ne sont a priori pas embarqués, notamment la question du statut d'assistant, y compris parce que ça renvoie par la convention médicale aux conditions d'accès au secteur 2. Et deuxièmement, pour mettre en évidence que l'ensemble de ces dispositions, quand elles prendront leur plein effet, va impliquer une responsabilité nouvelle des communautés hospitalières au niveau du GHT, puisque la gestion des ressources médicales sera mutualisée au niveau du GHT, en termes de définition des priorités et de la doctrine en matière d'emploi médical, que ce soit sous statut sur toutes les questions de reconnaissance de valence, ou que ce soit sur les priorités à définir concernant les recrutements et les politiques de recrutement, de recours aux contractuels. Une question peut-être à présent, là on vient de parler des praticiens hospitaliers, peut-être sur les infirmiers, infirmières. Nicolas Wittmann. Alors, le président de la République a également annoncé la reconnaissance statutaire de la pratique avancée infirmière et son éventuelle extension à d'autres domaines, et notamment la psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le président de la République a parlé de la pratique avancée. Je pense que c'est la ministre qui a en tout cas mentionné le fait qu'il y aurait une reconnaissance statutaire. Alors sur la pratique avancée... il l'a évoqué dans son discours. Il a évoqué la pratique avancée, mais je ne suis pas sûr qu'il ait parlé d'une reconnaissance statutaire. Mais bon, peu importe. En tout cas, l'orientation, elle est bien là. Et c'est un sujet sur lequel nous avons pas mal eu l'occasion de débattre et de challenger avec nos collègues de la fonction publique. Donc plusieurs choses. Premièrement, pour ce qui concerne la pratique avancée infirmière actuelle, effectivement, nous avons, et nous l'avons dit depuis le départ, deux modèles de reconnaissance de l'activité à développer. L'un pour les infirmiers en pratique avancée qui exerceront en ville, et ça c'est du ressort de la CNAM dans le cadre des négociations conventionnelles, et l'autre pour ce qui concerne la reconnaissance des professionnels hospitaliers. Donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, si ce n'est qu'effectivement, dans l'articulation, dans l'arbitrage à rendre entre une reconnaissance indemnitaire ou une reconnaissance statutaire, c'est la voie d'une reconnaissance statutaire qui a été arbitrée, en considérant qu'au regard des missions nouvelles qui leur seront confiées, au regard du niveau de formation complémentaire qui est exigé d'eux, c'est-à-dire le fait de s'engager dans une formation de 2 ans de plus pour obtenir un diplôme de niveau grade master, on ne pouvait pas passer par le canal d'un simple levier indemnitaire, d'autant plus que parallèlement, puisque nous promouvons les coopérations interprofessionnelles sous différentes formes, vous aurez vu aussi que qui a été annoncé la création d'une prime de coopération pour les professionnels qui sont engagés dans des protocoles de coopération. Donc on va très clairement avoir 2 niveaux en termes d'intensité des processus de coopération interprofessionnelle.
la coopération dans le cadre de protocoles de coopération qui se verra reconnaître par l'intermédiaire d'une prime, et la pratique avancée qui se verra reconnaître par l'intermédiaire d'une reconnaissance statutaire, dont les contours seront de toute façon à définir assez rapidement, puisque vous savez que les premiers professionnels sont entrés en formation au début de ce mois. La majorité d'entre eux sont engagés pour une formation de 2 ans, donc sortiront en septembre 2020, sauf que par l'intermédiaire des processus que je n'appellerai pas VAE, mais c'est à ça que ça s'apparente, un certain nombre de professionnels qui avaient validé des diplômes universitaires de type pratique avancée like ou de professionnels qui étaient engagés dans des dispositifs de type ASALE pourront probablement sortir avec leur diplôme d'infirmière en pratique avancée dès l'été 2019. Donc pour la rentrée 2019, il nous faudra avoir atterri sur ce sujet. Le deuxième point, c'est effectivement, nous avons indiqué que sur la base des 3 premiers domaines d'intervention qui ont été validés cette année, nous allons étendre pour la pratique avancée infirmière les domaines d'intervention. Donc de manière très claire, celui de la psychiatrie et de la santé mentale va faire l'objet d'une mise en chantier dès le mois d'octobre, afin de pouvoir aboutir au référentiel d'activité de compétences et de formation au printemps, et de permettre l'entrée en formation et la labellisation des universités, donc l'entrée en formation dans ce nouveau domaine d'activité dès le mois de septembre 2019. D'autres domaines d'intervention seront éventuellement explorés. A été citée par exemple la question de l'intervention dans des services de santé au travail, en sachant qu'à chaque fois, il nous faudra nous assurer que ce soit bien cohérent et qu'il y ait bien une plus-value à créer cet exercice complémentaire entre l'infirmier, entre guillemets, classique, et le médecin. Et puis, dernier élément, nous allons par ailleurs explorer la possibilité de développer la pratique avancée à d'autres professions que la profession infirmière. Ce sera plutôt fait, ça, entre 2019 et 2020. Justement, peut-être, Élie Portier, vous voulez revenir sur ce point dans votre domaine. Alors, à vous entendre, je pense que vous n'allez pas avoir de réponse à me faire, mais là, je vais me faire l'écho des professionnels des établissements gériatriques où je travaille, qui sont dans l'attente d'une ouverture de la pratique avancée à la gériatrie. Est-ce que c'est une piste de réflexion ? Est-ce que c'est une piste de réflexion ? Oui. C'est dans les dossiers. C'est une réponse. Non, simplement pour faire le lien avec un autre sujet dans lequel je suis engagé. Vous savez qu'une mission a été confiée à Dominique Libaud, une mission dépendance, sur laquelle 10 groupes de travail sont constitués. Il se trouve que moi, je suis copilote d'un de ces 10 groupes qui porte sur l'évolution des métiers. Et très clairement, dans ce cadre-là, nous allons aussi interroger l'intérêt et la pertinence de la pratique avancée dans ce secteur d'activité. Encore une fois, avec une spécificité, je parlais de la médecine du travail qui a une spécificité puisqu'il n'y a pas de droit de prescription. De la même manière, en établissement, notamment en EHPAD, les médecins coordonnateurs ne l'ont pas non plus. Donc c'est tout ça qu'il va falloir que nous regardions de manière coordonnée, articulée, pour que nous nous assurions du maintien d'une forme de cohérence de la pratique avancée, à la fois quels que soient les domaines d'intervention et quelles que soient les professions, pour qu'on retrouve bien à chaque fois le même socle de compétences communes et le même socle, on va dire, de compétences déléguées par les médecins aux futurs professionnels en pratique avancée, mais ça va être un sujet d'investigation. Aude Auger, peut-être, on va vous écouter pour une question. Oui, c'est par rapport au mécanisme de reconnaissance collective et individuelle. Alors, Monsieur Alberton, vous l'avez évoqué tout à l'heure très brièvement, mais était cité la possibilité de faire évoluer l'entretien annuel que nous connaissons aujourd'hui, qui est très tourné vers la notation, vers un entretien annuel, j'imagine, davantage d'évaluation. Donc, est-ce que là, on a des perspectives de voir la notation supprimée dans la fonction publique hospitalière ? Et quelles conséquences cela serait susceptible d'avoir sur le régime indemnitaire des professionnels titulaires ? Alors, rapidement, des perspectives, oui, puisque à la fois, j'allais dire, ça fait là aussi partie du discours du président de la République et du dossier de presse qui a été publié pour présenter la stratégie de transformation, où ce sujet-là est clairement mentionné. Donc, je veux dire, il est mis en chantier. Vous voyez que derrière chacune des mesures, et la DGOS qui va se voir confier la mission de piloter la mise en œuvre de la stratégie de transformation, va devoir engager des plans d'action mesure par mesure. Donc, bien sûr, nous allons le faire puisque ça figure dans la stratégie de transformation. Nous allons le faire dans le but, a priori, à la fois plutôt de simplifier et pas de complexifier les dispositifs.
donc plutôt pas de les empiler, mais d'y substituer un dispositif pertinent, ou en tout cas qui sera jugé comme plus pertinent que les dispositifs actuellement en vigueur, pour permettre une meilleure reconnaissance des professionnels. J'ai évoqué la double dimension, reconnaissance collective et reconnaissance individuelle, et à ce moment-là, il faudra que nous en tirions toutes les conséquences, effectivement, par rapport à la notation actuelle et par rapport à ce que derrière la notation, ça a comme implication sur le régime indemnitaire. Mais l'objectif, c'est bien de mettre en chantier, et c'est bien d'aller vers des dispositifs, encore une fois, plus pertinents et plus simples que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est donc encore à l'étude pour ce point-là. Ah bah encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va s'engager. Non, c'est pas à l'étude, ça va s'engager. Nous allons mettre en place une conduite de projet, ad hoc sur ce sujet-là. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été dit, ça a été écrit, et c'est que nous allons devoir nous mettre en situation collectivement, sur ce sujet-là comme sur tous les autres, pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Donc c'est un peu plus qu'encore à l'étude. D'accord. On va passer, si vous voulez bien, au troisième thème. Vous l'avez compris, on était sur les évolutions statutaires. On passe à la protection sociale avec une question d'Élie Portier. Oui, alors ma question s'adresse plus à Monsieur de Saussure. Je voudrais revenir sur le rapport de l'IGAS et de l'Inspection générale des finances rendu public en janvier dernier, qui était critique à l'égard du fonctionnement du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, dans le contexte que l'on connaît, avec une baisse importante et continue des ressources du fonds, en lien avec un taux d'emploi en hausse des personnes en situation de handicap dans le secteur public. Et donc dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'évolution du fonds? Que pouvez-vous nous dire de ces perspectives d'évolution? Alors, donc ce qu'il faut peut-être dire tout de suite, c'est que la question du FIPHFP s'insère dans une réflexion beaucoup plus générale sur la rénovation de la politique du handicap dans la fonction publique. On a ouvert en fait une concertation suite au rapport IGAS-IGF sur ce sujet avec les organisations syndicales dans la fonction publique, et il y a par ailleurs une concertation ouverte au niveau interprofessionnel. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué pour tous les acteurs de savoir exactement comment ça fonctionne, mais en gros, nous, sur l'aspect fonction publique, donc on a ouvert un sujet sur l'insertion dans l'emploi. La fonction publique progresse, le fait plutôt bien, et le rôle du FIPHFP est essentiel aujourd'hui pour y arriver. Le maintien dans l'emploi, qui est une spécificité de la fonction publique, vu les durées de carrière, est également correctement pris en charge, et le rôle du FIPHFP est nécessaire là-dessus. Et au-delà de ça, on a développé des vraies politiques RH sur la politique du handicap, sur le déroulement de carrière, sur la lutte contre la discrimination, voire sur l'accès aux emplois de responsabilité. Donc on a pour volonté d'actionner tous ces sujets. Au-delà de ça, il y a une réflexion au niveau interprofessionnel qui, elle, va tourner, aller vers plusieurs lacunes qu'ont pointé le rapport IGAS-IGF, notamment des disparités de prise en charge sur certaines prothèses, sur certains modes d'intervention. On ne peut pas dire que entre l'AGFIP pour les salariés du secteur privé et les agents publics pour le FIPHFP, grosso modo, ce n'est pas leurs modes d'intervention qui sont globalement désynchronisés, mais il y a des petits points de zone d'inéquité sur lesquels il s'agit de promouvoir des choses. Derrière, vous le savez, le rapport IGAS-IGF, il a lâché quelques petites bombes dans le paysage. Parmi ces petites bombes, c'est faut-il garder la GFIP et le FIPHFP? Faut-il, première piste, transférer tout à Pôle emploi? Faut-il, deuxième piste, fusionner les deux en un seul établissement public? Ou faut-il, troisième piste, promouvoir le statu quo? Alors, par rapport à ça, et en l'absence du moindre début d'arbitrage, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que la piste du scénario de Pôle emploi est de toute façon écartée. Non pas qu'elle pose des vrais sujets de comment on a un pilotage opérationnel des acteurs de proximité entre les CARSAT, les Cap Emploi, les MDPH, qui soit un vrai sujet sur lequel Pôle emploi puisse avoir une technicité, mais je
pense que politiquement, il y aura du mal à porter une mesure avec l'affichage, enfin avec cet affichage-là. Derrière, la prise en charge du handicap dans la fonction publique et dans le secteur privé renvoie pas exactement aux mêmes logiques. J'insistais sur le maintien dans l'emploi, notamment du fait des durées de carrière et par rapport à des contrats plus courts. C'est pas exactement les premières finalités des opérateurs AGFIP et FIP-HFP sont pas exactement les mêmes. Donc nous, en fait, nous travaillons à ce stade à un renforcement du FIP-HFP. Nul ne sait si des évolutions de gouvernance pourraient intervenir à ce stade, mais elles ne sont pas à l'ordre du jour. Donc dans le renforcement du FIP-HFP, clairement le mécanisme de conventionnement, de mobilisation des financements peut toujours être optimisé pour être encore plus incitatif au déploiement de politiques RH de qualité. Moi, je connais mieux la fonction publique de l'État et je sais qu'il y a des marges d'efficience claires sur ce secteur. Deuxièmement, il y a une réflexion qu'ont portée les organisations syndicales sur la comptabilisation sur la nomenclature de ce qu'on compte dans le handicap. Dans la fonction publique de l'État, pour ne pas parler de la FPH, on a par exemple des emplois réservés d'anciens militaires. Quand ils sont invalides de guerre et qu'ils comptent au FIP-HFP, c'est logique. En revanche, quand ils ont juste bénéficié d'une procédure de reclassement sans être malade, blessé ou invalide, voilà. Donc il y a une possibilité, juste pour dire que si on resynchronise l'assiette prise en charge, on va faire un tout petit peu baisser le tournant handicap et se redonner un peu de poumon là-dessus. Par ailleurs, il y a clairement des pistes qui doivent être regardées sur la rationalisation de certaines des dépenses des fonds en comparant les deux. Voilà. Donc nous, en tout cas, on poursuit une amélioration et pas un Big Bang à ce stade. Une dernière question peut-être, Odogé ? Oui, c'était une question par rapport au dispositif d'action sociale et de protection sociale complémentaire dont bénéficient les personnels hospitaliers. Effectivement, le dispositif, donc en fait, c'est principalement par le biais du CGOS pour les établissements de santé, puisqu'il y a 2400 établissements à peu près qui adhèrent. Le dispositif devra être revu suite au référé de la Cour des comptes de février dernier. Quelles orientations sont envisagées sur ce secteur ? Et j'ai cru voir dans Ma Santé 2022 que les thématiques en question pouvaient faire l'objet d'accords locaux négociés. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Vous avez bien vu. Alors, très, très rapidement, sachant qu'effectivement, on est... Bon, je vais répondre de manière un peu générique, mais on n'est pas encore revenu aujourd'hui vers l'ensemble des acteurs, donc par exemple le CGOS, pour faire part en fait des orientations, des conséquences qu'il nous semblait nécessaire de tirer pour ce qui concerne ce qui relève du rôle de l'État, du référé de la Cour des comptes. La première orientation, la première démarche que nous souhaitons engager, c'est d'abord, je pense qu'il faut considérer que derrière, c'est le sujet de l'action sociale hospitalière, et le CGOS est un acteur majeur, central, mais c'est d'abord et avant tout la question aujourd'hui sur laquelle nous sommes interrogés de l'action sociale hospitalière qu'il nous faut moderniser et consolider, puisque très clairement, et ça figurait dans la réponse du Premier ministre au Premier président de la Cour des comptes, la volonté est de consolider l'assise de l'action sociale hospitalière. Premièrement, en procédant à un réexamen, j'allais dire, de son architecture générale, de son périmètre, quelles sont les prestations qui sont constitutives de l'action sociale, quels sont les bénéficiaires que l'on est susceptible de concerner, quelles sont les modalités, les engagements, les taux de contribution, les modalités de ces contributions qui sont susceptibles d'attester de l'engagement d'un établissement ou demain éventuellement d'un GHT en matière d'action sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est procéder probablement à une meilleure définition, une meilleure répartition des rôles entre ce qui relève du national, des opérateurs et du local. Je pense que nous, c'est pas un scoop que je vais vous révéler ici. Le rôle aujourd'hui de l'État dans les instances du CGOS est un rôle extrêmement ambigu. On est présent avec voix consultative de mémoire, enfin sans même pas, je sais même plus, enfin sans aucune plus-value. La question c'est à un moment donné, quel doit être le cœur de nos missions et où a-t-on la plus-value pour redéfinir le cadre de l'action sociale, pour redéfinir les dispositifs d'agrément,
pour définir éventuellement, avec les représentants, quand je dis l'État, c'est au niveau national, mais c'est aussi avec représentants des employeurs et des organisations syndicales, un certain nombre de priorités pluriannuelles qui paraissent faire sens d'une manière générale et de manière transversale pour les personnels de la fonction publique hospitalière, on peut considérer qu'on a une légitimité, une plus-value. Ensuite, il y a le rôle évidemment des opérateurs, qui, dans le cadre des dispositions relatives aux agréments qu'on va réinterroger, auront un rôle majeur en termes de proposition d'une offre de services pour satisfaire aux besoins des établissements. Et troisièmement, il y a à redéfinir le rôle des établissements. Et il nous semble que ça fait partie, on parlait tout à l'heure, j'ai été assez intéressé d'entendre, notamment tout à l'heure Nicolas évoquer les pratiques de dialogue social. Certes, il y a des gros enjeux que je qualifierais d'organique sur les instances, mais il y a aussi à interroger le contenu du dialogue social que l'on souhaite se réapproprier. D'où cette notion d'accords locaux majoritaires. Quels sont les objets de dialogue social qu'on est susceptible de mettre sur la table au niveau des établissements pour remettre du lien? La politique de formation, la politique de promotion professionnelle en est une, la politique de maintien dans l'emploi et du handicap peut en être une autre, la politique de conditions de travail, naturellement, ça en fait partie. Et il nous semble que l'action sociale peut aussi faire partie des sujets sur lesquels à mettre sur la table et sur lesquels les partenaires peuvent, au niveau local, discuter, considérant que les besoins peut-être qu'au puits ne sont pas forcément les mêmes besoins qu'aux hospices civils, que les contraintes liées aux environnements économiques, urbains, aux problématiques de logement, aux problématiques de garde d'enfants, problématiques de déplacement, enfin tout un tas de sujets, vont pouvoir faire en sorte que, nous paraît plutôt, et tout ça on va devoir en discuter, plutôt pertinent que une fois qu'on aura défini le périmètre des activités éligibles à l'action sociale, les communautés hospitalières s'en saisissent pour savoir effectivement choisir ce qui leur paraît le plus pertinent comme secteur à investir sur les 2, les 3, les 4, peut-être tous les ans si vous voulez en discuter tous les ans, mais sinon de manière plutôt pluriannuelle au bénéfice des agents de la collectivité en question. Donc c'est en ce sens que c'est mentionné effectivement comme un des leviers possibles de revivification du dialogue social au niveau local. Merci pour ces précisions. Peut-être encore une question? Non? Oui? Monsieur. Pour prolonger ma question de tout à l'heure sur l'évolution des statuts, qu'il s'agisse de titulaires ou de contractuels. Donc, Mathias, tu as donné un certain nombre de pistes qui vont clairement dans le sens d'une vraie rénovation. Mais la question que vont nous poser nos praticiens très vite, et j'allais dire c'est même déjà commencé, nos PH en tout cas, est-ce que la rémunération du PH que j'oserais appeler de base, est-ce qu'il est prévu de la revoir? On a souvent des questions sur le début de carrière, mais aussi sur la fin de carrière. Est-ce que ça fait partie, alors il n'y a sans doute pas la réponse aujourd'hui, mais est-ce que ça fait partie des hypothèses ou des lignes de travail? Alors, deux choses. Non, encore une fois, on lit les choses en plein ou en creux. En l'occurrence, comme ça n'est pas... vous pouvez vous douter que si ça avait dû être mentionné, ça l'aurait été. Je veux dire, il n'y aurait pas... Si ça avait dû être mentionné dans la stratégie, ça l'aurait été. Donc, le choix qui a été fait, c'est celui, effectivement, de travailler sur l'attractivité. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, par la mobilisation d'un ensemble de facteurs qui sont destinés, avec, appropriés par les communautés hospitalières et en particulier les directions des affaires médicales, améliorer les parcours professionnels à l'hôpital. Voilà. Apporter certaines réponses très ciblées sur les disciplines les plus en tension, mais après, si on se dit les choses clairement, on entend parler de choc d'attractivité. Moi, choc d'attractivité sur une communauté de 70 000, quasiment 70 000 praticiens en équivalent temps plein, dans des spécialités aussi différentes que les 44 que j'évoquais tout à l'heure, pour que ça crée de véritables
effets leviers. Parce que l'idée, c'est pas de procéder à un moment donné à une politique de saupoudrage. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, une politique de création, de constitution de parcours professionnels qui joue sur les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, meilleures conditions d'entrée, prime d'engagement de carrière hospitalière, diversification de l'exercice avec la possibilité de manière plus fluide de réaliser de l'activité libérale en ville ou non, meilleur accompagnement managérial. Oui, mais effectivement, c'est ce choix-là qui a été fait et pas celui d'une mesure indemnitaire, enfin indiciaire, parce que ça aurait été indiciaire, qui de toute façon, au regard de ce que sont aujourd'hui, je pense, l'état des finances publiques, n'aurait pas pu aller à un niveau qui soit un niveau ressenti comme suffisamment significatif pour être apprécié. Et l'aurait-on fait ? Je pressens qu'on nous aurait reproché les injonctions contradictoires entre les mesures réglementaires que nous aurions imposées et leurs conséquences sur le financement des établissements de santé. Merci. Merci à tous les 7.